Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite un bon vendredi, on espère que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. On était ravis de vous accueillir tout au long de ce lundi jusqu'au vendredi de 17h tous les jours jusqu'à 19h avec Philippe David. Bonjour mon Philippe. Bonjour Cécile de Ménibus. J'ai reçu un mail il y a quelques minutes de Netflix qui m'a surpris. Le mail s'intitule Philippe David, ce film devrait vous plaire. C'est-à-dire quel film? Taper chaud. Taper chaud? Oui, ça s'appelle Taper chaud. Non mais taper chaud ou taper chaud? Taper chaud, en fait, t'as chopé quoi. Et alors je ne connaissais pas le titre de ce film et je ne sais pas comment des cerveaux normaux pourraient supputer que ce type de film puisse me plaire. Bah écoutez, comment dire? Souvent Matrix. Bah non, là, dans ce cas-là, non. Non, mais il parle que de ça. De toute façon... Taper chaud il y a 3 mois ou il y a 4 mois, c'est ça? On devrait mettre toujours un troisième sujet, ma chère Cécile. Cap d'Agde. Cap d'Agde. C'est le sujet préféré des vraies voix le vendredi. Surtout Philippe Bilger. Ouais, c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est ça. Taper chaud. Ah ouais, c'est ça. C'est une ambiance un peu festive du vendredi. Au Cap d'Agde, on y arrive facilement, théoriquement. Il va se passer des choses ce week-end. J'en suis sûre. Quoi qu'il en soit, on est ravis de vous retrouver. 0826 300. Najette est avec nous. Elle vous répondra bien entendu. Allez, le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. C'est fait. Les partis de gauche se sont entendus pour proposer un programme de rupture dans cet accord du nouveau Front populaire. La France insoumise obtient 227 circonscriptions contre 175 pour le PS, 92 aux écologistes et 50 aux communistes. Philippe. Alors parlons vrai. Le PS a-t-il conclu un marché de dupes sur la répartition des circonscriptions? Est-ce que cet accord ne va pas faire fuir vers Renaissance les sociodémocrates de gauche? Et à cette question, Olivier Faure a-t-il signé l'arrêt de mort du PS? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Najette attend vos appels au 0826 300. Et Jean Plutôt. Najette. Oui. Najette, vous savez. Comme la ministre. Oui. Je suis en train de prendre rendez-vous chez l'ORL, on va y aller en groupe. Comme Najette ne s'est pas présentée officiellement. Mais non, vous l'avez pas vu, elle est derrière la vitre. Elle est derrière. Oui, mais voilà. Vous savez que je suis très à cheval sur les principes. C'est ça, mais il y a des gens surtout qui sont pour les transgresser. Il y a des gens qui sont timides, mon cher Philippe. Perd du temps, la fille. Allez, Jean Petot sera avec nous, politologue. Et puis, 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Le pouvoir d'achat reste en tête des priorités des Français. Dans nos dernières balises IFOP fiduciales, la santé reste aussi un enjeu majeur. Et suivent l'éducation, 68%, la lutte contre la délinquance, 64%, et l'environnement, 56%. Mais 49% des sondés citent également la lutte contre l'immigration des clandestines. Alors parlons vrai, est-ce que ces priorités vous semblent logiques? Est-ce que le fait que le pouvoir d'achat soit souvent en tête ne montre pas le déclassement des classes moyennes et populaires? Et à cette question, quelle est pour vous la priorité de la campagne législative? Vous dites à 1% l'environnement, à 25% le pouvoir d'achat, à 3% la santé et à 71% l'immigration. Vous voulez réagir? Encore et toujours Najette au 0826 300. Bienvenue à tous, c'est les vraies voix folles jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, la sagesse, mais pas vraiment. Oui, le vendredi jamais, ma chère Cécile. Mais même heureusement qu'il y a Bernard face à moi. Merci pour moi. Même le lundi, même le mardi, même le crête. René Chiche, the famous directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonjour Cécile. Salut Fifi. Bon, il faut expliquer. Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel. On est ravis de vous accueillir. Mais pourquoi il glousse, René Chiche? Non, mais je sais pas si les auditeurs ont compris l'intonation de ma voix. Oui. Et pourquoi? La vérité si je mens. Non, parce qu'il y a une sorte de lobby méditerranéen ici. Il y a un conglomérat, c'est ça? Ouais, très bien. Philippe Bilger, ça vous va là, les deux? Disons que j'aime pas être ostracisé. Il est en minorité. Il est en minorité, Philippe Bilger, ce soir. Clairement. En tout cas, nos auditeurs, 0826 300. Luc de Montigny-le-Bretonneux est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir vos invités. Mais je ne suis pas du tout de Montigny-le-Bretonneux, mais c'est pas grave. Ça doit pas d'accord. Ok, vous êtes d'où alors?
Du Perreux-sur-Marne. Ah, le Perreux-sur-Marne. C'est une énorme ça n'a rien à différence. voir. Ben, bien sûr. Ça change tout. Vous savez quoi, on va recommencer l'émission. Alors, t'as chopé, t'as pécho. Mais non, mais depuis lundi, on recommence depuis lundi, parce que non, il y a un fil conducteur, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Luc, vous nous parlez de quoi dans un instant ? Eh bien, écoutez, je suis un petit peu ulcéré par la désinvolture avec laquelle les élites qui nous gouvernent et la vigueur qu'elles mettent à nous contrarier dans nos déplacements professionnels, notamment à Paris. Ah bah d'accord, et très bien, vous bougez pas. En attendant, 0826. Très belle imitation de Anne Hidalgo, bravo. Absolument. Tout de suite le répondeur. Oui, bonjour, Christophe de Toulouse. Moi, je me permets de vous appeler suite à ce qu'on entend actuellement aux futures législatives. Je trouve que l'union de la gauche est une blague, une mauvaise blague. Quelqu'un qui renie ses convictions par rapport à la LFI, je trouve ça honteux. Je trouve que la LFI sont un parti plus extrême que l'extrême et plus dangereux que le Rassemblement national. Ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de fierté. Pour ma part, j'ai voté Glucksmann aux européennes. Là, moi, je vais faire vote de barrage à la gauche et je vais aller voter RN. Ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, ça c'est... Christophe a quasiment fait, mais j'aurais quelques nuances, la synthèse de mes interventions durant 2 heures. D'accord, vous pouvez partir, Philippe. Si. On va garder Christophe. C'est-à-dire que on vit une période effectivement historique, mais la gauche, ça a toujours été ça. On fait court, les amis, parce qu'on a déjà... faut faire court. J'ai fini alors. Non, mais la gauche, ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'union lors des grandes échéances électorales de tout temps. Donc, ça peut paraître choquant, c'est vrai. On en reparlera plus précisément tout à l'heure, peut-être. Mais bon, c'est toujours été ça, la gauche. Depuis Mitterrand, l'union de gauche pour gagner les élections, y compris pour les compromissions. Allez, Luc, alors du Perreux-sur-Marne, vous avez vu, on a changé, on a bien changé. Vous intégrez vite les nouvelles capitales. Et cette difficulté, effectivement, quand on vient de l'extérieur de Paris, de rentrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous pour venir travailler à Paris, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument, et pas seulement ça. Je me permets de vous narrer une anecdote personnelle. Nous avons la possibilité, ma compagne et moi depuis très longtemps, de vivre à la manière de Michel Morgan et Gérard Houry, c'est-à-dire dans 2 appartements séparés. Ce qui permet la longévité, du coup, comme tout le monde. Vous faites brosse à dents séparée, comme disait Michel Morgan. Brosse à dents et effectivement plus que ça, même des fois. Les toilettes séparées. Allez. Elle habite toujours d'ailleurs le Perreux-sur-Marne et j'habitais près de la Porte-Maillot. Nous mettions bon an mal an une petite heure pour nous rejoindre chez l'un ou chez l'autre. Depuis la fermeture des voies sur berge par Anne Hidalgo, nous mettions 2 heures. Résultat, maintenant j'habite au-dessus de chez elle. Ah bah oui, Oui. Merci Anne Hidalgo. Mais c'est peut-être une manigance de votre épouse. Oui. C'est peut-être elle qui avait... Il y a peut-être eu un pacte secret avec Anne Hidalgo pour que vous vous rapprochiez. d'Anne Hidalgo. Vous faites des économies d'essence aussi, c'est comme ça. Trêve de plaisanterie, je travaille dans la construction et dans l'immobilier. Et de nombreuses entreprises, dont la mienne d'ailleurs, sont en première couronne ou en deuxième couronne, car les locaux dans Paris sont exorbitants et ne peuvent pas se permettre de... c'est le problème des grandes villes aussi aujourd'hui. Absolument. Résultat, au jour d'aujourd'hui, et je passe sur les Jeux Olympiques, la visite de Xi Jinping, de M. Biden et tout, vous n'avez plus aucune entreprise, je dirais, qui accepte de venir travailler à Paris. Paris est la ville la plus bouchée du monde depuis le mois dernier, mon cher Luc. Absolument. Il n'y a personne qui fait concurrence. Essayez de faire changer votre chauffe-eau dans Paris et je vous souhaite bien du plaisir. Oui. J'ai en ce moment des travaux à faire dans des appartements au centre de Paris, urgent, pour la rentrée. Je suis dans l'incapacité totale de les faire. Moi-même, pour mes rendez-vous, que ce soit avec des banquiers, des avocats qui se trouvent non, mais dans Paris. c'est vrai, c'est vrai que tout le monde se plaint. C'est vrai que le problème des grandes villes et le rétrécissement des voies, les voies piétonnes, mais c'est ça effectivement à Paris, mais aussi ailleurs. Merci en tout cas pour votre témoignage, Bravo. Luc. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix de jour et pendant ce petit laps de temps, ouvrez bien les journaux et regardez bien
ce qu'ont dit nos politiques, puisque vous allez pouvoir en face de vous avez 3 traîtres en face de vous qui essaieront en tout cas de vous voler la victoire. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et que veut dire le procureur aujourd'hui ? Le procureur veut dire que la gauche a le droit d'être cynique, mais la droite doit être morale. Allez, on en parle dans un instant, on vous souhaite la bienvenue. C'est vendredi, c'est un peu plus cool que d'habitude. On est ensemble avec Maxime, avec nous, notre réalisateur qu'on embrasse jusqu'à 19h. Les vraies voix du vendredi sont des vraies voix un peu particulières. Alors c'est toujours les mêmes horaires. Le problème c'est ceux qui la font. René Chiche par exemple. Salut ma beauté. J'ai dit que je ferais l'émission comme ça. Hein. Directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Faux Presse, bien sûr, mais en fait il est ingérable ce garçon. Bernard Cohen-Haddad qui est président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel et auteur de ce livre, on va le dire, l'avenir. Taisez-vous, je le dis. Taisez-vous, elle cabache. Chez Duno, c'est ça, chez Duno. Très bon livre. Bien sûr que je l'ai lu. Le très bon livre. C'est quoi ? Parce que si je peux en placer une, je vais le dire. Je connais le titre. C'est quoi ? Couscous Garbit, c'est bon comme on C'est bon. C'est l'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. Mais n'importe quoi. Voilà, le titre, c'est plus sérieux. Beaucoup plus. Oui, ça fait beaucoup plus sérieux. Franchement, c'est un très bon livre. Allez, les amis, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir, Pardon, bonsoir Félix, tout le monde. Je vous en prie. Ce mot. De quoi parle-t-on dans un instant ? Du nouveau Front Populaire qui présente son programme et qui promet la rupture de l'avocat d'Éric Ciotti. Il plaide contre ce qu'il appelle les putschistes. Décision en référé du tribunal attendue ce soir vers 19h. Et puis l'Euro, c'est parti. Coup d'envoi ce soir du match d'ouverture Allemagne-Écosse. En 3 mots, ça donne rupture, putschiste et Euro. Allez, on en parle dans un instant. La parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Cynisme versus morale, c'est votre réquisitoire, monsieur le procureur. En effet, je vais être très rapide là-dessus. Tout le monde a remarqué à quel point la gauche socialiste et écologique, les communistes, se sont entre guillemets couchés par rapport à leurs indignations antérieures, avant les européennes. Et pourtant, en 4 jours, réunion miraculeuse, rassemblement absolument fantastique, avec un parti qu'il qualifiait hier d'antisémite, d'anti-parlementaire, de belliciste, d'indigne. Et voilà, la gauche a le droit d'être cynique. Et de l'autre côté, la droite, elle, on veut lui imposer une morale qui, en réalité, est incomparablement plus respectée qu'à gauche. Et donc, si je veux vous faire plaisir, ma chère Cécile, j'arrête net. Voilà, net. René Chiche. Non mais, la gauche, encore une fois, la gauche s'est toujours réunie. Certes, il y a un vrai problème là, avec le discours un peu antisémite de certains membres de LFI, c'est une vérité. Et le premier concerné en particulier, c'est Glucksmann, qui lui a vraiment ravaler sa pilule, comme on dit. Mais moi, ça ne m'étonne pas que la gauche se réunisse. Et je ne vois pas en quoi... Qu'est-ce qu'il y a d'amoral dans le fait que la gauche se réunisse ? Vous critiquez en plus la droite ? Totalement. Non mais si la droite ne parvient pas, elle, à réunir ses forces, c'est qu'il y a peut-être... C'est que c'est la droite la plus bête du monde ? Je ne sais pas, les visites... Non, je pense que peut-être qu'entre finalement le Rassemblement National et... les dirigeants et aussi certains militants des Républicains, il y a peut-être quand même des différences qu'on ne soupçonne pas à ce point. Alors qu'à gauche, même s'ils ont des grosses divergences peut-être, ils ont quand même un socle. Ils ont un socle d'idées et de convictions qui sont un peu les mêmes. Ça commence bien, je suis en total désaccord. Moi aussi, très bien. On va pas la garder. Moi, je crois que c'est surtout un problème alimentaire. C'est-à-dire c'est comment on sauve les meubles, comment on paye les factures, c'est-à-dire le problème du pouvoir d'achat des élus de gauche en ce moment, et que le seul moyen de survivre, c'est de faire d'alliance avec le diable. Il faut le reconnaître, pour garder son poste, ses rémunérations, et tout simplement exister politiquement. Ah non, mais ça, j'allais en parler après, c'est autre chose, Bernard. Mais moi, j'en parle avant. Non, tout à fait, non, mais ça rentre pas dans l'interrogation de Philippe. On est dans un cynisme grave. De toute façon, on va en reparler, bien entendu. Allez, vous bougez pas tout de suite. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Merci Philippe Bilger.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont rupture, putschiste et euro. La gauche unie dans le nouveau Front populaire présente son programme et promet une rupture avec rétablissement de l'ISF, abrogation des réformes des retraites ou encore de l'assurance chômage. Les Républicains règlent leur compte devant la justice. Décision en référé attendue ce soir vers 19h. L'avocat d'Éric Ciotti qualifie de putschistes ceux qui ont prononcé son exclusion. Et puis c'est parti pour l'Euro de foot, coup d'envoi du match d'ouverture Allemagne-Écosse à 21h à Munich. Les vraies voix Sud Radio. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste. Comme un air de Mitterrand au congrès d'Épinay, les partis de gauche réunis dans le nouveau Front populaire ont présenté tout à l'heure un programme dit de rupture. Le macronisme n'est plus une option, plaide l'écologiste Marine Tondelier. Aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Programme de rupture très axé sur les questions économiques et sociales, comme l'a développé Fabien Roussel du Parti communiste. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net, 2 000 € brut. Et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation. Nous augmenterons de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique. Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités, ainsi que le minimum vieillesse, pour réparer cette injustice que subissent nos retraités dans notre pays. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Cette coalition des partis de gauche entend aussi rétablir l'impôt sur la fortune, abroger les réformes des retraites, de l'assurance chômage. Hier, sur TF1, c'est un social-démocrate notoire qui a apporté son soutien à cette alliance inédite, l'ancien président François Hollande. C'est à la gauche de faire son devoir, de faire l'union, de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. J'ai les divergentes qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences, on va à l'essentiel. La France insoumise obtient en tout cas 229 circonscriptions, le PS 175, les écologistes 92 et puis 50 pour les communistes. On va y revenir évidemment dans quelques instants avec le grand débat des vraies voix. Et puis le deuxième mot, putschiste, terme employé par l'avocat d'Éric Ciotti au tribunal. Décision en référé attendue vers 19h pour savoir si, oui ou non, le bureau politique pouvait se réunir sans l'aval du président Éric Ciotti, puis l'exclure de son propre parti. Devant le tribunal judiciaire de Paris, l'avocat justement d'Éric Ciotti, maître Philippe Prigent, ironise sur la nouvelle réunion de ce bureau politique. Aujourd'hui, réunion censée confirmer son exclusion. On nous avait dit monsieur Ciotti a été exclu le 12 juin, regardez, il reste dans son bureau, il a tort. On a eu un aveu judiciaire directement, ça a été plaidé par l'avocat des Républicains dans la salle en disant non, il n'a pas du tout été exclu le 12 juin, il était exclu le 14. Ça veut dire que depuis 48 heures, les putschistes mentent. Ils viennent d'avouer qu'ils ont menti. Maître Prigent, l'avocat d'Éric Ciotti avec Anaïd Meraillan de l'agence France Presse. En vue des législatives, en tout cas, des pactes de non-agression se dessinent par endroits entre des candidats macronistes et LR, comme par exemple dans les Hauts-de-Seine, là où se présente Gabriel Attal. D'un autre côté, Jordan Bardella lui annonce 70 candidatures communes RN-LR. Il estime à l'instant que le nouveau Front populaire est son principal adversaire dans cette élection. Ça va être rock'n'roll parce qu'il va y avoir des bulletins de vote avec LR-RN et des bulletins de vote avec LR-Renaissance. On va y arriver dans l'isoloir. Peut-être aussi LR tout seul. Ça va être compliqué, d'autant plus qu'on nous avait annoncé chez LR que il y avait deux adversaires, l'extrême gauche et le macronisme. Autrement dit, je vois qu'on veut faire une alliance que, en principe, on avait refusée. Bernard Conadad. La machine à perdre est engagée pour certains d'entre eux, et c'est pas uniquement le PS qui va disparaître, c'est le parti gaulliste qui, selon moi, n'est plus gaulliste depuis longtemps. Oui, ou pompidolien, ce qu'on appelait quand même la droite républicaine, qui semble un peu perdre de sa République. LR essaye quand même de sauver un peu les meubles, puisqu'il y a quelques alliances avec des macronistes. Vous avez vécu, il y a eu une les Yvelines, les Hauts-de-Seine, Paris, le député, etc. Et ils essayent de sauver un peu les meubles. Mais là, on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'épisode Ciotti, peut-être. S'allier avec les macronistes, c'est dangereux pour LR, parce qu'on peut pas dire que Macron a le vent en poupe. Oui, absolument. Troisième mot, euro, les cornemuses écossaises ont envahi Munich, en Allemagne. Coup d'envoi du match d'ouverture Allemagne-Écosse à 21h, en attendant les Bleus lundi. Aucune incidence sur notre préparation. Un mois de compétition qui vont nous permettre de parler d'un peu autre chose que des législatives. Enfin, quoique Olivier Giroud et Benjamin Pavard nous incitent à voter. Figurez-vous, eux devront le faire par procuration. Aucune incidence sur notre préparation, clairement.
Et, si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. C'est quelque chose qui nous touche tous et je pense que on doit tous aller voter. C'est vraiment très important. Après, je suis pas là à faire de la politique. Je suis plutôt là pour parler football. Bon, d'accord. Parlons foot. Alors, l'équipe de France entre dans cet Euro lundi à Düsseldorf contre l'Autriche. Un mot, Philippe Bilger. J'espère qu'Olivier Giroud sera plus énergique sur le terrain. Mais c'est parce que ici, voilà, il se préserve, voilà, c'est tout. Mais il ne sait pas que vous l'écoutez. Non, moi j'aime beaucoup Olivier Giroud. Moi aussi, je l'aime beaucoup quand il marque des buts. Voilà, c'est ça. Écoutez, on va l'inciter à le faire. Alors merci beaucoup Félix Avec Mathieu. plaisir. Allez, dans un instant, le grand débat du jour, les législatives anticipées. La gauche unie du Front Populaire a présenté en détail son programme de ce vendredi 14 juin, mais les anciens du parti comme Bernard Cazeneuve, Emmanuel Valls y sont fermement opposés. Alors parlons vrai, le PS a-t-il conclu un marché de dupes sur la répartition des circonscriptions? Est-ce que cet accord ne va pas faire fuir vers Renaissance les sociodémocrates de gauche? Et à cette question, Olivier Faure a-t-il signé l'arrêt de mort du PS? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir, Nedjet attend vos appels et c'est au 0826 300 300. Et notre invité Jean Petot est avec nous, politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question avant notre petit départ en pub. Est-ce que le soutien de François Hollande peut rassurer les électeurs? Oui. Eh bien, on en parle dans un instant. Au moins, c'est du teasing. Allez, à tout de suite. Merci Jean Petot. Très bien accompagné pour vous accompagner jusqu'à ce vendredi soir que on vous souhaite agréable et on espère que vous allez passer un bon week-end et bon courage à ceux qui vont travailler, bien entendu, puisque je serai très très contente d'aller embrasser mon boulanger demain matin avec nos invités du jour, en tout cas nos vraies voix du jour. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris et du think tank Étienne Marcel et auteur du livre L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno, je vais y arriver, je sais pas pourquoi. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafond Presse. Ouais. Auteur du livre L'avenir appartient à moi-même. Ok. Mais vous voulez pas faire un one-man show? C'est une autobiographie. C'est prévu. Et heureusement, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, ce qui remonte un tout petit peu le niveau. La caution intellectuelle. Ainsi que notre invité dans un instant. Bien entendu, Jean Petot qui sera là. Heureusement qu'il sera là. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut parler avec responsabilité dans l'heure grave dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Moi, je ne choisirai jamais entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'est un moment historique et un moment de bascule vers le pire ou vers le meilleur. Et si nous avons fait l'union, c'est d'abord pour gagner. Et aujourd'hui, on me demanderait de voter pour la France insoumise qui tient des propos de haine à l'égard des Juifs et d'Israël. Vous pensez un seul instant que j'aurais changé mes convictions de patriote, de républicain sur ces questions-là? C'est impossible. C'est fait. Les partis de gauche se sont donc entendus pour proposer un programme de rupture dans cet accord du nouveau Front Populaire. La France insoumise obtient 229 circonscriptions contre 175 au PS, 92 aux écologistes et 50 aux communistes. Alors parlons vrai, est-ce que Valls et Cazeneuve devraient créer un nouveau mouvement? Comprenez-vous la position de François Hollande aux antipodes de ces deux anciens premiers ministres? Et à cette question, Olivier Faure a-t-il signé l'arrêt de mort du PS? Vous dites oui à 86% désormais. Vous voulez réagir? Nedjet attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, politologue Jean Petot, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. J'ai vu avec quelle concision Jean Petot a répondu à votre question initiale. Mais plus sérieusement, je me demande, évidemment, la gauche et l'extrême gauche ont réussi à s'unir parce que elles le font généralement à chaque fois qu'elles fantasment sur un ennemi commun. Et là, bien sûr, c'est l'extrême droite. Mais je continue à penser, avec beaucoup de modestie, par rapport au savoir de Jean Petot, que je ne suis pas persuadé que la transgression éthique radicale qu'une partie de la gauche opère en s'alliant en si peu de jours avec LFI qui avait été vitupéré
avant les européennes, pour des motifs totalement pertinents, emporte une forte adhésion. Et notamment, et je termine là-dessus, lorsque vous dites, Jean Petot, que François Hollande va rassurer, est-ce que vous ne craignez pas, si, en tant que personnalité objective, qu'au contraire, il aggrave le discrédit de ce Front populaire, puisque avec indécence, il rejoint ce qu'il avait vigoureusement dénoncé hier. C'est une question à laquelle vous répondrez tout à l'heure, bien sûr. René Chic. Non, mais moi, je suis pas d'accord, Philippe. Là, il s'agit d'un véritable combat politique. D'ailleurs, Macron a misé là-dessus. Il s'est dit qu'en organisant en à peine 2 semaines les élections législatives, enfin la dissolution, il a parié il pensait que la gauche ne parviendrait pas justement à s'unir en un si peu laps de temps. Alors bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ils ont mis sous les ténoirs certaines de leurs convictions, ils ont oublié certains propos, etc. Je suis d'accord. Mais là, c'est un combat, et c'est un combat qui s'inscrit quand même dans l'histoire politique de la gauche. La gauche, depuis le Front populaire, s'est toujours unie avec les communistes. Ensuite, on a eu même les 74, 80, 2000, 97. C'est dans le corpus politique de la gauche. Ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là les différences avec la droite. C'est que la droite, même sous Sarkozy, même sous quel est l'autre président, sous Chirac, ils ont toujours refusé l'alliance avec le RN. La droite, exactement. Non, je parle des dirigeants politiques, je parle des dirigeants de la droite. Donc moi, c'est un combat arithmétique. Et moi, vous voyez, je pense que le PS finalement s'en tire pas si mal que ça, parce qu'il passe à 175 circonscriptions. Disons qu'ils en gagnent, 80. Disons qu'ils en gagnent 80. Ils vont presque tripler leur nombre de députés. Faut pas l'oublier. C'est quand même Et puis, contrairement à ce qu'on croit, le PS n'est pas mort. Moi, je crois pas qu'il est mort. Le PS, il est encore implanté. Il a 5 régions. Il a un nombre de grandes villes de plus de 100 000 habitants. Il a plein de conseillers. Je pense que finalement, c'est mon opinion, encore une fois, mais je pense qu'elle est plutôt pertinente. Je pense que le PS est en train de se refaire la frise, comme on dit. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je crois que c'est un combat, non plus pour les valeurs, mais pour sauver les meubles. Je vous le redis, c'est vraiment ma conviction. Ils ont déjà vendu Solferino. Imaginez demain, ils doivent encore vendre leur voiture et peut-être leur garde-robe. Ça va faire beaucoup, et notamment leur pull cachemire ou le caviar. Moi, c'est pour Jean Petot. Qu'en est-il du mouvement souverainiste ? Il y a quand même un mouvement souverainiste au Parti socialiste, puisque Bardella, dans son interview du journal du dimanche, citait Max Gallo. Qu'en est-il du mouvement socialiste ? Et moi, j'aimerais savoir qu'en pense aussi Laurent Fabius, qu'on a entendu, bien entendu, Michel Rocard, Manuel Valls, parce que je pense à Michel Rocard, effectivement. Valls est un rocardien à l'origine. Est-ce que les Fabiusiens, ce mouvement-là, qui était dans les mitterrandiens, est dans le même sens ou pas ? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, Jean Petot. On va commencer par Philippe Bilger et sa question. Oui, alors, je comptais sur Philippe Bilger pour pointer la brièveté de ma réponse. En fait, je vous ai fait une réponse à la Hollande, c'est-à-dire que j'ai voulu faire une petite blague, parce que la question de Cécile, c'était pas est-ce que les électeurs vont voter parce qu'ils auront été rassurés par Hollande, parce que je pense que le soutien de Hollande n'a aucun effet. Donc quand j'ai dit que ils sont rassurés, c'était la question. Oui, ils ont constaté que Hollande faisait toujours du Hollande. Mais c'est pas pour ça que je pense la parole de Hollande a une quelconque influence dans cette histoire. Pour être très précis, je crois que le Parti socialiste et les autres composantes de ce Front populaire essayent de nous faire passer, ou de faire passer en particulier aux commentateurs, un certain nombre de choses, en particulier cette fameuse union. Bon, il est faux de dire que la gauche est parti uni aux élections, et en particulier aux élections législatives. Appeler cette coalition électorale Front populaire, c'est quand même passer sous l'éteignoir de l'histoire le fait qu'au vrai Front populaire de 36, le Parti communiste a certes soutenu la coalition électorale, mais n'a pas participé au gouvernement. Donc il n'y avait pas de programme. Il n'y avait pas de programme commun. Très clairement, c'était la SFIO, avec d'ailleurs 2 leaders. On confond souvent, on pense que Blum était premier secrétaire, c'était pas le cas, c'était un dénommé Faure, qui est devenu munichois d'ailleurs, sans référence à Olivier Faure, bon. Et c'est Blum qui a pris la présidence du Conseil. Bon, ça c'est la réalité de ce que c'est qu'un Front populaire. En 81, vous croyez que il y avait des candidatures uniques au premier tour pour la gauche? Mais pas du tout. Il n'y en a jamais eu. Même au meilleur moment du programme commun de l'Union de la gauche, entre 72 et jusqu'à ce que ça explose en septembre 77, c'était des candidatures séparées, chacun sous sa casquette. Et comme on dit, ils se comptaient au soir du premier tour et il y avait ce qu'on appelle un accord
de désistement républicain au deuxième tour. Ce qui permettait en quelque sorte de faire du premier tour une sorte de primaire à gauche. Bon, là, depuis 22, les choses ont changé. Monsieur Mélenchon a décrété qu'il fallait des candidatures uniques. Alors, en 22, évidemment, l'idée c'était de dire on peut pas arriver séparés au premier tour parce qu'avec le fameux seuil des 12,5% des inscrits qui oblige à faire soit un score supérieur à 12,5% des inscrits, soit être dans les deux premiers, on est éliminé d'office si on n'est pas qualifié avec ce seuil. Donc, la nécessité, c'était l'urgence de l'union. Là, en 24, fort à parier que la mobilisation, compte tenu de la proximité du RN avec Matignon, si je puis dire, la mobilisation va jouer. Donc, il était tout à fait dans l'ordre des choses d'imaginer que chaque formation de gauche parte sous ses propres couleurs et se compte au soir du premier tour. Et d'ailleurs, LFI n'en voulait pas. Parce que si LFI avait accepté ce processus, LFI voulait l'accord, impérativement. La meilleure preuve, c'est que vous avez sans doute constaté comme moi que Jean-Luc Mélenchon s'est transformé de grand méchant loup en maire grand pour pas effrayer le petit chaperon rose. Donc très clairement, si vous voulez, il est évident que je crois que le PS a quand même encore une fois avalé son chapeau et Glucksmann qui se tait pendant 4 jours et qui ce matin tient des propos qui sont très, on va dire, à la fois solennel, mais en même temps assez émouvant à l'antenne de vos confrères de la radio publique, de France Inter, on voit bien qu'il y a une vraie gêne dans cette histoire. Alors, je terminerai d'un mot. En disant, certes, un ami sur le plateau dit ils ont augmenté les circonscriptions, mais vous savez, avant qu'il y ait des obligations de parité homme-femme avec un financement important à la clé pour les partis politiques. Les partis politiques, y compris bien sûr à gauche, réservaient des circonscriptions aux femmes. Alors ils disaient oh là là, on a réservé 80 circonscriptions pour les femmes. Enfin, c'était quand même sans doute un vrai hasard pour lesquels sur les 80 circonscriptions, il y en avait 3 qui pouvaient être gagnées. C'est ça. Voilà, par les femmes. Moi, je pense que c'était lié à la mauvaise conjonction des étoiles, etc. Bon. C'est pas de bol. Donc la réalité, c'est ce qu'a voulu faire à nouveau LFI, quand même, au PS, en lui proposant des circonscriptions, mais littéralement ingagnables d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez que cet accord, il est quand même, on va dire, je dirais pas léonin, j'oserais pas utiliser devant notre ami Bilger un terme juridique, mais il est quand même assez en tordant le bras inégal du parti socialiste. Alors, je vais pas terminer sur une note qui serait un peu ironique. Ce qui me frappe, moi, dans tout ce théâtre d'ombre, un peu dans cette comédie qui est souvent d'ailleurs une sorte d'accumulation de mauvais remakes d'épisodes de séries politiques, c'est l'importance de la situation individuelle de tel ou tel décideur, quelle que soit la formation politique, par rapport à son propre intérêt, sa situation personnelle. Je pense que Monsieur Ciotti est assez obsédé par la situation niçoise, on va dire. Je pense que Monsieur Faure est assez préoccupé par la situation de sa circonscription en région parisienne, en Seine-et-Marne. Il a plutôt intérêt à y aller en candidature unique. Bon, je livre ça à la réflexion. Sans aller plus loin. Allez, Philippe il est doué, Jean Petot, il répond à toutes nos questions implicites. Oui. Excusez-moi, monsieur Petot, c'est monsieur Petot. Jean Petot. Jean Petot, c'était très intéressant ce que vous dites, même si il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais enfin, c'est parce qu'il a raison. Non, mais vous ne trouvez pas d'abord, premièrement, que c'est quand même une victoire, entre guillemets, une réussite du Parti Socialiste, qui est quand même dans un état de coma avancé, d'avoir quand même 175 circonscriptions, et je suis pas d'accord avec vous. D'abord, on ne peut pas savoir à l'avance si les... on ne peut pas savoir à l'avance si les élections... Excusez-moi, j'ai pas terminé. Mais attendez, si vous filez la circonscription de Neuilly à un candidat de gauche, il est sûr de perdre. Non, mais là, ils ont actuellement 31 députés, le Parti Socialiste. Oui. Je pense que le 7 juillet, ils en auront au moins le double. Moi, je pense, voire même 80. Donc, ça sera quand même une réussite pour eux. On peut pas le nier. Pour Olivier Faure, qui est quand même un piètre dirigeant, même s'il est à la tête du parti quand même depuis 6 ans. Et bon, ça, c'est mon opinion. Et deuxième chose, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez pas, moi, c'est mon opinion, parce que l'autre soir, j'ai dit... On sait que c'est votre opinion. Oui, mais c'est chacun ses défauts, c'est mon opinion. Votre opinion. Voilà. Non, excusez-moi, Philippe. Quelle est votre opinion ? Jean, moi, l'autre soir, j'ai dîné avec un député de Renaissance, proche de Macron. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, la position de Hollande hier, qui peut paraître surprenante, sa position finalement c'est celle du machiavélique Hollande, qui se dit que s'il y avait une victoire
importante, voire la majorité absolue du RN ou de la France Insoumise, eh bien finalement, Macron démissionnerait. Et on sait que Hollande n'attend qu'une chose, éventuellement, pouvoir s'imposer comme un recours éventuel. Je pense que moi, Macron pense à une présidentielle anticipée en raison des circonstances futures du 7 juillet. Mais vous écrivez des séries ou pas? Oui. C'est sur Netflix. C'est fiction, c'est fictionnel. Non. Jean Petot. Alors Jean Petot. Que François Hollande soit machiavélique, qui pratique le baiser de la mort ou le baiser qui tue. Non, mais pour ma question sur cette présidentielle anticipée, c'est une probabilité. Moi, je vais vous dire, je lis pas dans le mar de café. Je suis pas forcément un très bon pronostiqueur. Je pense que ça serait vraiment très surprenant que Emmanuel Macron démissionne. Consécutivement à cette séquence. Excusez-moi, personne ici ou partout dans la classe politique pensait qu'il allait dissoudre vendredi dernier. On s'est tous plantés. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri avec Macron qui est en roue libre. S'il vous plaît, laissez répondre. Mais vous êtes totalitaire. On dirait Mélenchon. Ça va. Jean Petot. Allez. Pardon. Non, je pense que depuis. Circulait. Moi, je suis pas dans les cénacles parisiens. Vous savez, quand on est en province, dans ce pays, à Bordeaux, on est loin de tout. On arrive en calèche à Paris. Tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, mais c'était une hypothèse éventuellement. Si la défaite était très importante, il pouvait y avoir cet appui sur le bouton de l'article 12. Bon, de la dissolution. Non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, on voit bien que chacun essaye de se positionner pour le coup suivant. Et on voit qu'il y a des espèces de, si vous voulez, on arrive au début de l'Euro là ce soir. On voit bien qu'il y a des tacticiens, c'est-à-dire que les acteurs se positionnent en disant il faut que éventuellement pour le coup suivant je sois pas complètement out ou dans le vent. Et on peut faire confiance à François Hollande, dont on sait d'ailleurs qu'il était souvent victime de ses propres stratégies, parfois un petit peu trop intelligentes, un peu trop compliquées. Bon, ça c'est autre chose. Ce qui est certain, c'est que il nous reste 10 secondes. J'ai du mal à considérer que le PS pourra dire que c'est une grande victoire, cette négociation. Le PS de Glucksmann a quand même fait près de 15% à ces élections européennes. Madame Aubry fait moins de 10%. Bon, c'est un singulier rapport de force quand même. Et petit mot de Luc qui est avec nous du Perreux-sur-Marne. Luc, votre réaction? Bonjour, rebonjour, pardon. Bonjour. Oui, je n'ai pas votre science de l'analyse politique, et je ferai des remarques du point de vue d'un électeur plus ou moins militant. Et vous avez raison, monsieur, je crois que c'est monsieur Petot, de dire qu'il y a de la gêne dans le Parti socialiste, et si la situation n'était pas aussi dramatique, cette déliquescence intellectuelle et morale me réjouirait. Pas plus tard que ce matin, je regardais monsieur André Valigny, ancien ministre socialiste, se fondre dans le décor de l'émission à laquelle il participait tant il était gêné, voire honteux. À la question qui lui était posée d'une mesure du RN qu'il conspuait, il a déclaré l'abandon, la remise de la retraite à 60 ans, sans réaliser que le Front populaire qui avait ses vœux portait la même réforme. Madame Vautrin, il y a 2 heures, vouait aux gémonies le traître Ciotti, alors que ne l'a jamais gêné les Dati Darmanin, le maire, tant de brillants cerveaux arrachés à l'affection des leurs prématurément. Quand on voit M. Hollande tout hontebu paraître ad nauseam sur les écrans, alors que son quinquennat, de mon point de vue, a été un des plus catastrophiques qui puisse être, et que la seule chose qu'il ait réussi, ça serait faire prendre de la valeur à un scooter, on se demande où on est rendu le Parti socialiste. Merci. Et le dernier clou dans le cercueil, c'est M. Glucksmann, qui, fort de ses effets de menton, intransigeant sur tout et pour tout le monde, est allé à Canossa, les genoux pantelants. Et ben voilà, vous les avez rhabillés pour l'hiver. Merci beaucoup, Luc. Luc, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Et puis on remercie grandement Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci en tout cas, c'était passionnant comme d'habitude. Mais quand vous venez nous voir, Jean Petot. Sortez que votre calèche sort de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Descendez, venez monter, venez nous voir. En tout cas, merci beaucoup. Dans un instant, le quiz de l'actu et Luc sera face à nos vraies voix. À tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vrais voix jusqu'à 19h, tous les jours de 17h à 19h. On est ravis de vous accueillir avec Philippe David et nos vraies voix, bien sûr, du jour. Déjà, quand ils sont sérieux, ils sont bizarres. Mais alors, quand ils déconnent, ils sont complètement fous. Philippe Bilger est avec nous, bien entendu. René Chiche. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. On est ravis de vous accueillir. Et Bernard Cohen-Haddad est avec nous. Ça va? Bonsoir. C'est quoi cette voix? Bonsoir madame. Vous savez faire des imitations? Ah non, mais on ne vaut pas Philippe David. Vous faites des imitations? Ah oui, ça m'arrive. Allez-y, faites-moi une imitation. Bonsoir madame. Vous savez faire des imitations, Philippe? Non. Mais puis-je vous demander l'accent belge? Oui, je te jure, je vais te le faire. Et dis-moi, et vous? Oui. Vous savez faire des imitations? Alors écoutez. D'accord, ok, super. Philippe David? Ce serait mauvais. M'affaire fait toujours un plaisir d'être dans les vraies voix du lundi au vendredi en votre compagnie. Ce monsieur. Oh oui. Allez, tout de Je suite. vais lui montrer ses rotondités en public. Allez, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Luc est avec nous. Ça va, Luc? Ça va très bien. Il va falloir vous imposer. Parce que... compagnie, c'est toujours parfait. Eh ben, vous êtes trop mignon. Allez, on y va direct. Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps avec toutes ces bêtises. Luc, écoutez bien, c'est 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce soi-disant Front Populaire est une faute politique et morale. Valls. Bonne réponse de Luc. Manuel Valls, effectivement. Qui c'est qui l'a dit à 3 points et c'est très drôle. Faire des alliances de partis, y compris contre nature, ce n'est pas très compliqué. Se répartir des circonscriptions législatives, ça sent bon l'andouillette. Attendez, l'andouillette, ça me dit quelque chose. Vous voulez dire que ça pue un peu? Non, ça c'était Édouard Herriot. Il est ministre, Je sais. Attendez. Oui, il est ministre. Le Cornu. Bonne réponse de Sébastien Lecornu, ministre René des Chiche qui marque 3 points. Armées. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Je dis bravo à Éric Ciotti. Je le soutiens de tout mon cœur car je sais ce qu'il vit en ce moment. C'est un homme. C'est un homme et c'est un chef de parti politique. Pas très grand, mais un parti politique qui a été candidat à la présidentielle. Oh, je sais. Oui, non, je l'ai pas en tête. Zemmour. Non. Bonne réponse. Bravo. Nicolas Dupont-Aignan. À vous. 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Il y a une espèce d'idée générale partagée qui penche que la gauche dans le service public de l'information. J'ai pas compris. Il y a une espèce d'idée générale partagée qui penche vers la gauche dans le service public de l'information. D'accord. Luc. Des gens dont on comprend pas ce qu'ils disent, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas Chenu? C'est bonne réponse, Sébastien Chenu. Et puis, allez, la dernière, à 1 point, qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas d'antisémisme chez les Insoumis. C'est une campagne de diffamation et de dénigrement médiatique particulièrement insupportable. Je pense savoir. Bonne réponse de Luc. Manuel Bompard, coordinateur de l'EFI. Et qui c'est qui a gagné? 5 points pour René Chiche, 4 points pour Luc, 3 points pour Bernard Cohen-Haddad et Philippe Bilger est demandé au standard. Mais moi, le vendredi, je ne réponds pas. Allez Luc, on vous embrasse. Gros bisous. Encore mille merci de m'avoir invité. On était très heureux de vous avoir. Bravo. Dans un instant, le tour de table de l'actu. Les ex-députés Renaissance ne veulent pas afficher Emmanuel Macron. Un peu de détente avec une série télé très intéressante. Et avec vous? Et moi, le patronat doit-il dire pour qui il va voter? Allez, tout de suite, une petite pause et on revient dans un instant. Changer, de débattre, de côtoyer en tout cas les idées des uns et des autres et peut-être se confronter à l'idée de l'autre avec Philippe Bilger qui était avec nous, René Chiche, Bernard Cohen-Haddad et vous au 0826 300 300. Félix Mathieu, vous avez la parole. Des législatives à organiser en 3 semaines. Dur, hein? Bah oui, 2 semaines même désormais. Ça va vite. Tic-tac, la course contre la montre. On en parle dans un instant. Exceptionnellement, je ne vais pas remettre le clocher au milieu du village, mais le ballon au milieu du terrain, puisque ce soir, c'est un coup de cœur que je vous ai préparé avec évidemment le match d'ouverture de l'Euro de football qui va se dérouler en Allemagne. Ce soir, ce sera donc le match d'ouverture qui opposera l'Allemagne à l'Écosse à Munich. Un match dans lequel l'Allemagne est favorite, mais la peur de gagner peut arriver, surtout à domicile.
Pour les Bleus, l'entrée en matière sera lundi face à l'Autriche. Un Euro pas comme les autres, puisqu'il y a 40 ans, l'équipe de France remportait son premier Euro et son premier titre tout court. Un trophée remporté à domicile par la bande à Platini, avec son carré magique du milieu de terrain. Platini, Giresse, Tigana, Fernandez. Un carré magique qui était né 2 ans plus tôt à la Coupe du Monde en Espagne, avec Jean Ginier à la place de Fernandez. Il aura fallu attendre 16 ans pour en remporter en second, avec le but en or de Trezeguet contre l'Italie à Rotterdam. C'était en 2000 avec la mythique bande à Zidane et Deschamps. On a frôlé le 3e titre 16 ans plus tard, en 2016 en France, mais le poteau renvoyait la frappe de Gignac à la dernière minute contre le Portugal avant de perdre en prolongation. On espère gagner un 3e titre cette année pour fêter les 40 ans de 84. La finale ayant lieu le 14 juillet, le timing serait parfait. Et quitte à avoir de bons augures, il n'y en a pas. L'Écosse a disputé un match d'ouverture une fois dans son histoire. C'était en 1998 au Stade de France face au Brésil. Un Brésil que la France battit en finale sur le score de 1, 2 et 3-0. Philippe Billiger, je cherche les bons aspects là. Mais que dire devant le spécialiste incontesté du football que vous aimez pas le foot, par exemple. Non, mais je l'aime bien, mais votre analyse est tellement bonne avec les statistiques, mon cher Philippe, qu'il n'y a rien à faire. Que de vos souvenirs. Et moi, je me souviens que lorsqu'ils ont gagné en 84 la demi-finale, France-Portugal à Marseille, avec le but de Platini, un débordement de Tigana magnifique. Et Bernard Moi, Cohen. j'adore la peur de perdre. Ou la peur de gagner, surtout. Oui. Ça, la peur de gagner. La peur de gagner à domicile, c'est la peur de gagner, ça existe. Dites ça la peur de perdre, c'est toujours, mais la peur de gagner, c'est quand même plus difficile. Dites ça aux législatives. Dernière petite information, la France, le 30 juin, si elle se qualifie au second tour, c'est le 30 juin qu'elle se retrouverait en 8e de finale. Le 30 juin, jour c'est des législatives, du premier tour. Ouais. Allez, vous avez pas la parole, les législatives justement organisées en très peu de temps, Félix. Oui, panique à bord dans beaucoup de mairies avec ces élections à organiser en 3 semaines, plus que 2 même désormais. 30 juin, 7 juillet, ces scrutins interviennent à une période riche, souvent en festivités, kermesses, autres fêtes d'école, sans compter ceux qui avaient prévu, par exemple, de se marier, de louer une salle. Il y a le personnel communal qui avait pourquoi pas posé des vacances. Bref, il faut improviser. Bonsoir Jean-François Vigier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, maire de Bure-sur-Yvette, en Essonne. Vous êtes impliqué aussi à l'Association des maires de France. Ça vous a posé plusieurs problèmes à vous, plusieurs problèmes pratiques, cette annonce du président Macron dimanche soir. Oui, bien sûr, pour tous les maires, les dates très courtes, bien sûr, qui nous obligent à tout réorganiser, puisque là, on n'est pas dans un 2e tour d'élection, mais il faut tout reprendre à zéro, avec de nouveaux candidats, de nouveaux textes. Donc, on fait un peu une organisation au jour le jour, dans des délais extrêmement resserrés, et selon les informations qui nous arrivent de la préfecture. Donc, il est pas possible d'anticiper. Vraiment, tant sur le plan humain que sur le plan organisationnel et matériel, c'est compliqué. Sur la fête d'école, par exemple, vous aviez un problème de fête d'école à la mauvaise date, si j'ose dire. Vous avez fait quoi ? Vous avez pris une décision ? En fait, nous, on est en pleine période, évidemment. Le 30 juin, il faut savoir qu'il y a encore des manifestations festives dans les communes. Exemple, le vendredi soir, moi j'ai une fête dans une de mes écoles dans lesquelles il y aura un bureau de vote 2 jours après, 1 jour et demi après. Donc, on va s'organiser, mais ça veut dire que moi, il faut que j'ai un agent qui va travailler davantage, qui va faire des heures supplémentaires pour organiser le bureau de vote à l'issue de la fête d'école. Vous voyez ? Alors, allez-y, qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire, monsieur le maire, pour les élections ? Qu'est-ce qui... Dites-nous. Alors, c'est pas qu'il y a quelque chose de plus compliqué que l'autre à faire, c'est un ensemble d'étapes que nous devons passer sur le plan matériel et sur le plan humain. Sur le plan humain, si je prends l'exemple du besoin en moyens humains, nous avons 2 catégories de personnes que nous devons mobiliser. Les élus, bien sûr, et tous les habitants qui sont prêts à devenir assesseurs, c'est-à-dire à participer aux opérations de vote durant la journée, et le personnel municipal qui est absolument indispensable pour accueillir les habitants, les électeurs qui viennent faire leur devoir. Or, nous rentrons dans une période, le 30 juin, durant laquelle il y a les fameuses qu'on connaît sous le nom des juilletistes qui prennent leurs vacances en juillet, et il y a du personnel municipal qui sera forcément en vacances, et donc il nous faut mobiliser
du nouveau personnel, mais il faut bien vous rendre compte que ce personnel n'a pas forcément l'expérience de la tenue d'un bureau de vote. Donc ça veut dire que nous, il faut les former en quelques jours, c'est pas facile, et vous imaginez que quand on est nouveau dans un bureau de vote, qu'on a toutes ces petites opérations à faire qui se répètent, quand il y a des files d'attente, quand on a une pression, c'est compliqué, oui, c'est difficile. Donc tout ça complique tout, et puis sans compter que nos concitoyens aussi, il y en a qui partent en vacances, et pour avoir des assesseurs, c'est plus compliqué. Oui, merci en tout cas Jean-François Vigier d'avoir été avec nous, maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne, en Essonne. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le tour de table de l'actu avec René Chiche. Je vais vous emmener à Bugarache, dans l'Aude, qui est aussi le nom d'une super série télé. Avec Bernard Cohen-Haddad, on va où? On va tout simplement en France. Est-ce que le patronat doit exprimer son choix pour les législatives? Les ex-députés Renaissance ne veulent pas le visage d'Emmanuel Macron. Allez, à tout de suite. N'hésitez pas, 0826 300 300, vous pouvez bien entendu commenter, vous êtes les bienvenus. C'est la Maison Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir tous les jours avec nos vraies voix pour partager ces moments d'actualité et puis forcément le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et bien entendu, puisqu'ils arrivent toujours avec des sujets qui sont qu'ils ont envie de porter. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, Bernard Cohen-Haddad et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. Espérons qu'on va comprendre. Oui, mais vous l'aviez comprise au bout d'un certain temps la dernière fois. Merci à Maxime pour le jingle. Philippe Bilger, ces ex-députés Renaissance qui préfèrent ne pas afficher leur président dans leur campagne. On avait déjà compris qu'avant les européennes, la parole du président qui s'est impliqué dangereusement dans la campagne des européennes était totalement contre-productive. Et de fait, maintenant que les législatives s'approchent à une vitesse vertigineuse, les députés, les ex-députés Renaissance, avec beaucoup de délicatesse, semblent dire qu'ils ne souhaitent pas que le président non seulement s'implique, mais mettre la photographie, l'apparence du président, il préférait celle du Premier ministre. Ça montre à quel point le président, sur ce plan-là, est discrédité. C'est vrai que moi j'ai eu des nouvelles d'un député Renaissance il n'y a pas très longtemps qui disent qu'ils ne veulent pas de la photo de Macron avec eux, que ce serait contre-productif. Oui, mais moi je trouve ça logique qu'il n'y ait pas la photo de Macron. Il est en photo pour les européennes. Hein. D'accord, là l'Europe c'est nous avec Valérie Ayé. Non, mais d'accord, mais là c'est les législatives, c'est le Parlement. Normalement c'est le Premier ministre qui doit mener la campagne. Moi, ça m'aurait choqué justement qu'il y ait Macron. C'est quel cas? Bah oui, exactement. Moi, ça m'aurait choqué justement qu'il y ait Macron sur les photos, vous voyez. Absolument, ça m'aurait choqué. On n'est pas en présidentielle. Les européennes, c'est encore autre chose, peut-être. Mais les législatives, c'est le chef du gouvernement qui doit mener la campagne. Maintenant, je ne doute pas que certains députés de Renaissance ne veulent pas spécialement avoir la photo. Et on a connu des époques où les députés étaient fiers d'avoir le visage du président. Mais ça a été valable, Philippe, pour d'autres campagnes aussi et d'autres présidents. Faut aussi être honnête. Ça a été valable aussi pour d'autres campagnes et d'autres présidents. Faut pas. Oui, c'est pas la première fois qu'on évite la photo du chef de l'État quand il est très impopulaire. Surtout quand l'étoile commence à pâlir. D'abord. Sur la fin. D'abord. Et ça vous choque, Philippe Bilger? Non, pas du tout. Mais ça vous choque? Moi, je comprends qu'il ne la veuille pas. D'accord, ok. René Chiche. Oui. Mon petit René, mon beau René. Ma belle Cécile, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Alors parfois, moi le vendredi, vous savez, j'aime bien avoir un coup de cœur, un peu culture, un peu détente. C'est la fin de semaine, dans une époque anxiogène. Et là, j'ai découvert une excellente série, française en plus, qui est visible sur la plateforme de France Télévisions, mais qu'on peut regarder partout. On peut regarder sur la télévision, sur le site, sur son portable, son mobile, et qui nous emmène en plus dans un lieu magnifique, dans l'Aude, Bugarache. Vous savez que Bugarache, c'est ce petit village dont on avait prédit, soi-disant, qui reste... En 2012, il y avait des écrits mayas qui diraient que Bugarache serait le seul village qui serait épargné de la fin du monde. Eh bien là, Bugarache, c'est le nom d'une série qui allie à la fois le fantastique, le suspense... Le suspense, et aussi même est ancré dans la réalité parce que ça parle aussi de l'environnement, la défense de l'environnement. Alors c'est une série en 8 épisodes. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une série
les épisodes font 26-28 minutes. Donc c'est toujours bien de regarder une série dont les épisodes sont ramassés. Et franchement, j'ai été agréablement surpris parce que c'est une série qui allie fantastique, comme j'ai dit, suspense. Et moi, le fantastique, au départ, je suis pas tellement friand. Mais là, c'est très bien fait. Ça a été fait avec peu de moyens. D'ailleurs, chapeau au réalisateur Fabien Montagnier et aussi à l'auteur Philippe Pommier. Chapeau parce qu'ils ont écrit une série, franchement, avec peu de moyens, tournée en Occitanie. Donc c'est magnifique, c'est dans l'Aude. Donc même au niveau des paysages, c'est super. Et c'est l'histoire, en fait, je vais faire un rapide pitch, je ne vais pas non plus rester 3 heures. C'est donc l'histoire d'une jeune personne qui s'appelle Émilie. Non, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant. L'histoire d'une jeune qui s'appelle Émilie, qui enquête sur la mort accidentelle de son père dans un accident d'hélicoptère. Donc elle va enquêter avec ses amis dans cette région, vers le mont Bugara, justement, où son père serait mort. Et elle va se retrouver dans un monde parallèle. Et là, ça a l'air comme ça un petit peu très fantastique. Bizarre. Mais en fait, voilà, mais d'abord... Encore une fois, franchement, parce que moi, quand j'aime pas les séries, je le dis, j'aime pas les séries. C'est sûr. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, Philippe. Il est excellent. Et je vais vous dire pourquoi. Franchement, quand j'ai vu 8 épisodes, 26 minutes, je vais regarder. Et ben, j'ai regardé tout d'un coup. On est à la fois vraiment ébahi par le fantastique. Les effets spéciaux sont très bien faits, alors qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a du suspense, comme je dis. En plus, il y a toujours des coups de théâtre. Ne nous dites pas la fin. Non, je dis pas. Il y a toujours des coups de théâtre. Il y a une équipe de jeunes acteurs, vraiment, avec en tête une jeune actrice. Moi, je me connais bien en cinéma, je connais un peu le monde des acteurs. Elle a de l'avenir, Marilyn Lima, mais aussi des acteurs un peu plus chevronnés, comme l'excellent Aurélien Recoing, qui est un très bon acteur de théâtre. Vous connaissez Philippe, hein ? Bien sûr. Il y a aussi l'ex-Miss France qui s'est reconvertie avec grand talent dans l'art dramatique, Linda Hardy. Vraiment, je la conseille. Elle est visible quand vous voulez. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on se demande s'il n'y aura pas une saison 2. Parce qu'ils ont réussi, comme parfois savent le faire les Américains, c'est ouvrir peut-être sur une saison 2. Je la conseille, Bugarage, franchement, regardez, un moment de détente, de culture et aussi un petit peu de voyage dans l'Aude. Je pense que j'ai encore une fois, l'une des plus belles chroniques de l'année 2024. Bravo, une belle découverte. En tout cas, vous avez été très convaincant. Et savoir que de manière parfaitement spontanée, bientôt, vous parlerez de la seconde série, ça me fait plaisir. Si je l'ai pas vu, peut-être qu'elle sera La saison 2. Franchement, c'est vrai. Comme ça se passe dans l'Aude, on peut dire que votre chronique était Narbonne. Exactement. Oui, très bien. Et la dernière chose, c'est que par rapport aux éditeurs de Sud Radio, je trouve que c'est bien cette série dans le terroir. Vous voyez non, mais ça, c'est cohérent avec notre... Les territoires. Oui, exactement. Absolument. Non, sérieux. Ça rappelle la radio des territoires. Terroir aussi, la femme, pour le côté terroir. Ça y est, on peut reprendre une vie normale. Bernard, vous pouvez rentrer, je vais continuer moi-même. Et ben, vous savez ce qu'on va faire. On va vous offrir des cadeaux. On va vous offrir des cadeaux. Bah oui, écoutez... C'est le moment de vous offrir du bonheur, de la joie, de la bonne humeur et surtout des vacances, puisque vous allez pouvoir remporter, écoutez bien, un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes, une nuit, les petits déjeuners, les entrées au parc pour 2 jours, donc c'est plutôt un très très joli cadeau. Et pour ce faire, Philippe Bilger, qui donne toujours les gagnants, il annonce toujours les gagnants entre 0 et 15. 13. Bravo. Le 13e appel au standard. Un séjour, 2 personnes. Une seule nuit. Au Futuroscope pour 4 personnes. Une nuit d'hôtel, un petit déjeuner et les entrées au parc pour 2 jours. C'est un cadeau offert par Futuroscope et bien sûr par Sud Radio. On est ravis. Et on revient dans un instant pour la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. Passez un bon début de soirée avec nous. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous vouliez de la jeunesse, de la beauté, de l'intelligence, et ben c'est pas chez nous. La beauté. La beauté, c'est Bernard. Merci, Philippe. Et vous, ma chère Cécile. J'ai bien fait de venir. Et les autres c'est Quasimodo, c'est ça? Non, pas mais du non, tout. c'est de l'intelligence, c'est tout. Voilà. Merci. Tout, voilà. Donc ça veut dire que nous, physiquement, mais intellectuellement, on est zéro. Il est très myope, hein, Philippe. Les autres, on est beau, comme dirait la calaf de Onassis, beau comme Crésus. Voilà, quelle culture. Les amis, le tour de table de l'actu de notre ami qui on n'a pas fait. Bernard Cohen. Bernard, le patronat doit-il... Moi, je m'inquiète, Cécile. Je m'inquiète parce qu'on a quand même des super programmes lyriques, y compris celui du Front Populaire. On rase gratis quasiment, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 600 €. Attention, bien en face du micro. 1 600 € net. Hein. Net. Ah oui, non, il a dit brut. Non, c'est 2000 brut. 2000 brut. Ah bah c'est encore mieux. La CRDS, on taxe les riches, je trouve ça génial.
C'est vraiment. C'est la fin de la chronique, là, c'est fini? Non, c'est pas terminé parce que ça, c'est la beauté. On est au paradis. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on est quand même extrêmement endetté. Taux de prélèvement obligatoire, la dette de l'État, les PME, les entreprises n'en peuvent plus. Je me dis, est-ce que le patronat devrait pas un peu dire, alors que les politiques sont de plus en plus démonétisés, si je puis me permettre, on a dévalué l'euro des politiques. Est-ce que le patronat doit pas dire, écoutez, ça c'est quand même un peu dangereux pour notre économie, sans bien entendu tomber, puisqu'on a des historiens là sur ce qui avait été fait du temps du Front populaire, vous savez, ce mur d'argent où l'économie s'était opposée aux réformes, mais est-ce qu'on peut dire, attention, arrêtez de déconner quand même? Philippe Léger. Comment vous voyez, Bernard, sérieusement, si la gauche passait et si on prenait un Premier ministre, je dis au hasard, Ruffin, qui s'est porté candidat? Merci, patron. Comment vous verriez concrètement si j'ai bien compris, la dégringolade de l'économie française? Mais moi, je crois effectivement que si un tel programme était appliqué, ce serait la fin de l'économie. On ne pourrait pas vivre aujourd'hui, et surtout les petits entrepreneurs, ceux qui sont dans notre territoire, qui sont aujourd'hui sous perfusion, qui n'ont pas ce minimum pour vivre et qui travaillent 72 heures par semaine, les indépendants, les travailleurs non salariés, les professions libérales, n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir ce type de réforme-là. Et c'est bien ça où il y a une injustice. Donc notre économie serait endettée, on aurait des mouvements sociaux, on n'aurait pas un retour au travail. Et je trouve extrêmement dangereux ce type de politique qui court après la dette. René Chiche. Alors, je suis d'accord avec vous, cher Bernard. Déjà, il y a 2 jours, si mes informations sont bonnes, Patrick Martin, le patron du MEDEF, a quand même exprimer quelques inquiétudes sur les programmes économiques, non seulement du Front populaire, mais qui rase gratis, mais alors, excusez-moi, mais celui du Rassemblement national aussi, rase gratis. Parce que les deux, on sort... de grandes annonces. Les grandes annonces. 100 milliards, on dit. Exactement. 100 milliards. Vous avez vu aussi ce projet complètement débile du Rassemblement national. Je parle pas du Front populaire qui pour moi, dit n'importe quoi. La proposition de ne pas vouloir faire payer d'impôts aux moins de 30 ans? Oui, alors justement, ça fait partie aussi c'est du délire. De la dette. On ne fait pas payer l'impôt aux moins de 30 ans. L'impôt sur le revenu. Bien sûr, mais on baisse la TVA aussi, donc ça fait partie d'un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il réduit. Déjà, je vois mal comment on peut dire un footballeur professionnel de 29 ans, tu ne payes pas d'impôts alors que tu gagnes 100 briques par mois. Enfin, pas 100 briques, mais 3 ou 1 million d'euros par mois. Et à 31 ans, un gars qui gagne le SMIC plus 30% de payer des impôts. C'est débile. C'est pour ça que moi, je trouve que vraiment, ces deux blocs, extrême ou pas, de droite et de gauche, sont dans du pur... Alors j'aime pas cette expression. C'est des mesures attrape-tout. Voilà, en fait. Et j'aime pas cette expression, sont dans du pur foutage de gueule par rapport aux Français. Comment les Français peuvent-ils gober ce genre de propositions? Ça va dans tous les sens. Et en même temps, attends, je termine. En même temps, ils nous disent... C'est au plus offrant, en fait. Absolument. Et en même temps, ils nous disent que la France est en faillite, est endettée à fond, mais eux, ils veulent encore plus s'endetter, encore plus. Je comprends pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème quand on voit le bilan économique désastreux des 7 ans Macron? Parce que rappelons quand même que jamais la dette n'a autant augmenté que sous Macron, soit dit en passant. Non, mais ça, Philippe, je parle pas de ça, moi. Mais je suis d'accord avec, mais ça vous fait le constat des années Macron, je comprends. Mais là, je vous en train d'invoquer ça comme excuse. Oui, non mais de toute façon, la première chose à faire, c'est de faire un audit des comptes publics. Alors voilà. Alors déjà, la vieille politique. Ah ben non, mais attendez, excusez-moi. Bardella qui commence à dire on va faire un audit. C'est pas sûr pour la réforme. Attendez, s'il vous plaît, il y a quand même une chose à faire. Vous rachetez une entreprise, vous demandez pas un audit par un expert comptable. Là, c'est pareil. Non, mais alors excusez-moi. Là, vous cautionnez vraiment les promesses à tout va de deux camps. François Mitterrand avait fait ça en 80. Non, mais il avait fait un audit. Non, je vous parle d'aujourd'hui. Je vous parle d'aujourd'hui. Transparent quand même aujourd'hui. Attendez, on a des budgets. Exactement. Est-ce que les journalistes accepteraient On n'entend rien. Regardez la commission du Sénat à propos du mensonge sur l'état des finances publiques avec le maire.
Et aujourd'hui, on a un trou dans le budget, on ne sait pas si c'est 10 ou si c'est 20 milliards. Alors excusez-moi, ça pose question aussi. Il y a au moins un citoyen qui a été convaincu par la conférence de presse d'Emmanuel Macron, notre ami. Alors, mon cher Philippe, on a du tout, justement. Les deux blocs, ça nous sortait la thèse macroniste. Mais c'est la réalité, Les amis, finalement, on va rebondir sur ce que vous disiez, puisqu'à l'approche de ce premier tour des législatives, quelle est la priorité pour les Français à voir dans les programmes politiques, Philippe? Et oui, on vous pose cette question. Est-ce que ces priorités vous semblent logiques? Alors, ces priorités, est-ce que le pouvoir d'achat, que le pouvoir d'achat soit en tête ne montre pas le déclassement des classes moyennes et populaires? Et à cette question, quelle est pour vous la priorité de la campagne législative? Eh bien, pour le moment, vous dites, et c'est pas très surprenant, à 1% l'environnement, c'est pas beaucoup, à 3% la santé, à 26% le pouvoir d'achat et à 70% l'immigration. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Et pour cette dernière ligne droite, Philippe Bilger, René Chiche, Bernard Cohen-Haddad et vous au 0826 300 300. Et on a peut-être un gagnant à l'antenne dans quelques instants, à la fin. Mais en tout cas, on est ravis d'offrir ce cadeau offert par le Futuroscope et Sud Radio. Alors tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est l'abrogation de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net. Nous prenions au sérieux le fait que la dette, on doit s'acquitter de notre dette. L'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Une taxe sur les surprofits, ça se met en place assez rapidement, une taxe sur les surprofits, et ça peut rapporter immédiatement pas mal d'argent. La privatisation du service public de l'audiovisuel, c'est 3 milliards d'euros. Voilà ce que nous leur demanderons en faisant en sorte que l'ISF soit rétabli, en faisant en sorte que la flat tax soit abolie et l'exit tax rétablie. Et donc, le pouvoir d'achat qui demeure la principale préoccupation des Français selon un récent sondage IFOP Fiducial. La santé reste une priorité majeure aussi. Viennent ensuite l'éducation à 68%, la lutte contre la délinquance 64%, l'environnement à 56% et enfin 49% des sondés mentionnent aussi la lutte contre l'immigration clandestine. Alors parlons vrai, quel sera le thème le plus fort de la campagne des législatives? Quel est celui qui vous paraît oublié par les sondés et dont vous voudriez parler? Appelez-nous d'ailleurs au 0826 300 300. Et quelle est pour vous la priorité de la campagne législative? Vous dites à 1% l'environnement, à 26% le pouvoir d'achat, à 3% la santé et à 70% l'immigration. Et j'ai envie de vous poser une question, vous, en tant que citoyen. Quel est, Philippe Bilger, René Chiche et Bernard Cohen-Haddad, finalement, la priorité pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Mais moi, précisément, mes chers animateurs, je trouve que le sondage est très intéressant. Je dirais que c'est le pouvoir d'achat et l'immigration. Et ce qui me touche d'ailleurs, ça va être les deux moments clés de la campagne que mènera le Rassemblement national. Et je suis assez intéressé par le fait que le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation personnelle et familiale. Et en même temps, leur souci de l'immigration montre qu'ils sont préoccupés par la sauvegarde de notre identité collective. J'aime bien ce double foyer. René Chiche. Alors moi, si on me pose la question, pour moi, la priorité, ça doit être le pouvoir d'achat. Parce que d'ailleurs, quand on discute avec les gens, d'ailleurs, c'est ça qui les concerne en priorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas concernés par l'immigration ou la sécurité, bien sûr. Bon, l'environnement, n'en parlons pas. Alors, moi, je connais très peu de gens qui sont intéressés par les problèmes d'environnement. C'est malheureux à dire, mais je ne connais pas. Mais le pouvoir d'achat, c'est un vrai problème aujourd'hui. Par exemple, prenons l'exemple de Paris. Des gens qui travaillent à Paris, qui n'ont même pas les moyens de vraiment limite pour se loger. Mais il n'y a pas que Paris. Non, bien sûr, mais je parle de Paris parce que je joue à Paris. Donc pour moi, c'est la principale priorité. Alors l'augmentation des salaires, alors là, c'est un autre problème. Parce qu'on nous parle d'une conférence éventuellement sur les salariales. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que les patrons, ils ne peuvent pas obéir comme ça. On connaît le monde de l'entreprise. Mais c'est pas l'État qui fait les salaires en France. Exactement. On n'est pas dans un État bolchevique, dirigiste, étatiste, qui va laisser des salaires. Déjà, pour l'augmentation du SMIC, c'est déjà un problème énorme. Mais alors, c'est ça en même temps la chose. Quelle est la solution à trouver? Est-ce que c'est la réduction encore des charges, l'aide aux entreprises? C'est le pouvoir d'achat, en tout cas, sur ce sujet-là. Moi, j'ai commencé par le thème qui manque, c'est le logement. Je crois que le logement... On pouvait mettre 4 choix seulement. Oui, mais je dis, pour moi, dans les grandes métropoles, aujourd'hui, un des problèmes cruciaux, c'est celui du logement, de l'accès au logement et du coût du logement. Et de l'éloignement du logement
au travail, aux écoles, etc. Ça, c'est le premier point. Sinon, je suis en phase. Pouvoir d'achat, immigration, sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui se poserait, enfin qui se pose? Le fait que le pouvoir d'achat soit toujours élevé, c'est que les Français, les classes moyennes et populaires en général, s'appauvrissent année après année, Philippe Bilger. Ah mais bien sûr, et j'évoquais tout à l'heure un article du Figaro qui contredisait la réaction d'Emmanuel Macron au soir des Européennes lorsqu'il menaçait évidemment d'un déclassement qui viendrait si le Rassemblement national l'emportait, mais comme dans cet article il indiquait très bien que le déclassement a déjà commencé depuis longtemps et il y avait une description de la misère singulière ou collective de tout ce qui fait de la France aujourd'hui, en dépit de quelques îlots privilégiés, notamment dans le 16e arrondissement. Ou le 7e, Philippe. Une France un petit peu vraiment en état d'élitement et parfois même de détresse. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Philippe. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi je parle du pouvoir d'achat? Moi, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une époque, une société de privation. Il y a des gens qui sont même de la classe moyenne, non pas aisés, mais de la classe moyenne pas supérieure, une classe moyenne qui quand même travaille, etc. Mais moi, je connais des gens qui ont quand même des revenus, du travail, etc., mais qui se privent de choses, qui se privent de vacances, qui se privent de culture, qui se privent même de faire les courses dans les supermarchés. Ils se privent. On est dans une époque donc c'est pour ça que le pouvoir d'achat, je pense vraiment que c'est la principale préoccupation des gens aujourd'hui. Je sais pas si vous discutez comme moi avec plein de gens, que ce soit des gens de tous les niveaux. Hein. Mais nous, on le vit aussi. On est toujours tous. Non, mais moi aussi sur le pouvoir d'achat, on était l'autre fois ici, on parlait des pharmaciens, vous vous souvenez, des professions libérales, des commerçants, des artisans, de tous ceux aussi qui sont des indépendants, y compris... Qui étaient des gens aisés à l'époque. Qui vivaient bien en tous les cas, qui vivaient bien, y compris de ceux qui font du spectacle, des créateurs, des créatifs. On s'aperçoit aujourd'hui que le 20-25 du mois, il n'y a plus rien, si ce n'est des charges, des dettes, et tout le monde n'achète pas des téléphones portables ou des Ferrari, ma chère Cécile. Donc on est bien là-dessus. Non, mais il faut le reconnaître. Et ils ne vont pas tous les week-ends au Cap d'Agde. Mais sur l'entrepreneuriat, avec vous, Bernard Cohen-Haddad, est-ce qu'aujourd'hui, on n'incite pas assez? Est-ce qu'on l'entrepreneur est toujours un peu mal vu, le patron est toujours un peu mal vu, alors qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui aimeraient sortir du salariat et monter son entreprise, mais c'est tellement compliqué en fait. Tellement compliqué. Oui, et aujourd'hui, on a aussi ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire qu'on a des jobs où on est indépendant et on est mal payé. C'est ça la difficulté. On a une ubérisation du monde du travail. La baisse du salariat, avec l'auto-entrepreneuriat, etc. Avec un nouvel esclavage au travail. Les gens font beaucoup d'heures. Et puis aussi, on a des entrepreneurs qui ne s'en sortent pas et pourtant qui font du beau travail. Mais alors, ceux qui veulent sortir du salariat, qui veulent devenir indépendants, vous le savez, Bernard, le taux des charges est tellement élevé que certains n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins. Et pourquoi c'est la priorité, le pouvoir d'achat? On le voit dans le programme du Rassemblement national ou du Front populaire, c'est leur principal. C'est ça la première chose dont ils parlent. Le SMIC, les salaires, le logement, comme disait Bernard. Actuellement, ils parlent pas tellement d'immigration, de sécurité, de Gaza, de l'environnement. Ils parlent du pouvoir d'achat parce que c'est ça les gens. Mais quand on voit l'environnement qui est à 1%, on a regardé en préparant une émission automobilière, les écologistes se sont effondrés en Allemagne aux européennes, se sont effondrés en France. Est-ce que c'est pas la question qui se pose, que les gens ils pensent à ce qu'ils ont dans l'assiette et qu'ils se disent finalement nous on pollue pas tant que ça, on nous fatigue un peu avec l'environnement. D'ailleurs on pollue, si j'ai bien saisi, pour 1%. La France c'est moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Non mais vous avez raison. Oui, mais aussi Philippe, on pollue beaucoup moins qu'avant et tout le monde a conscience aussi de faire du vert, du green, etc., de l'économie circulaire. Donc l'intégration du vert, il est quand même dans les pensées, dans les mentalités. C'est vraiment extrêmement faible. Non mais comme on dit, la vraie vie des gens, c'est pas l'environnement.
C'est ce qu'ils mangent, c'est où ils vont se loger, c'est le coût de leur transport, c'est ça la vraie vie. C'est pas l'environnement. L'environnement, bien sûr que c'est un sujet important. C'est pas avoir peur en rentrant chez soi le soir de se faire agresser. Bien sûr, ça aussi. Bien sûr que c'est un sujet important, l'environnement. Mais c'est un sujet quand même qui a été extrêmement développé dans certains médias. Oui, mais c'est lié à l'alimentaire quand même, parce que malheureusement il y a plein de gens qui ne peuvent pas acheter des fruits de saison, de la viande, ça devient hallucinant. Exactement, la privation. Beaucoup de gens se privent même de viande et de poisson. Mais moi, il y a plein de choses que j'ai arrêtées dans mon quotidien, bien sûr. J'ai arrêté d'aller au Cap d'Agde tous les week-ends. Oh, celui-là, c'est pas possible. Il y a un peu de détente. Mais il pense qu'à ça. Non, mais d'ailleurs, vous manquez beaucoup à Philippe Bilger. Non, mais c'est dans ce discours qui est quand même un petit peu. Oui, c'est vrai, un peu dur, parce que c'est la vraie vie des gens. Privilégiés, les deux, Philippe et vous, parlez du Cap d'Agde quand Bernard. Nous n'avons pas les moyens. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque justement d'aller chercher de droite comme de gauche, toujours ces sujets sur le pouvoir d'achat, aller chercher les électeurs, de fausses promesses, de dire on vous comprend, et finalement le résultat est toujours le même et de pire en pire. Et c'est pas ça aussi, il faut à un moment donné changer. Mais je pense, moi, Cécile, si vous le permettez, je crois que ils sont sincères, je crois, généralement dans le constat qu'ils font, les politiques. Mais alors sauf ensuite, que sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose en fait. Non, mais bien sûr, et c'est de pire en pire d'année en année. Oui, mais en même temps, la politique, ça n'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on peut. Non, mais ok, très bien, non. Non. Je disais juste qu'il n'y a pas vraiment de solution. Regardez, on préconise l'augmentation des salaires et en même temps, on veut bloquer les prix. Donc, ce qui va être un handicap pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, puisqu'on ne veut pas leur permettre d'élever leurs prix. Eh ben, vous finirez votre conversation tout seul, René Chiche. Merci, les amis. Non, parce que on a notre gagnante au téléphone et on est contente. Est content de la voir. Bonsoir. Salut Nelly. Lélia, bonsoir, enchantée. Bonsoir. C'est Lélia, trop contente. Merci beaucoup, Cécile, merci Philippe. Merci, avec plaisir. Eh ben, écoutez, on est hyper contents. Alors, on vous dit ce que vous avez gagné. Vous avez gagné donc un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes, une nuit d'hôtel, les petits déjeuners, les entrées au parc pendant 2 jours. 4 personnes, vous allez emmener qui ? Je vais emmener ma sœur et des copines, je pense. Eh ben, dis donc, il va être sympa ce week-end. On est très heureux de vous l'offrir. Vous nous appelez d'où ? De Bordeaux. Oui. Quel coin, Bordeaux ? Bordeaux. Ah bah oui, le centre-ville alors. C'est ça, pas loin. Ça a une importance dans la conversation ou pas ? Non, parce que j'adore Bordeaux et on écoute Sud Radio sur 106 FM. Et ben voilà, c'est bien de ou en DAB+. Vous nous écoutez depuis longtemps d'ailleurs, Nelly ? Ça arrive de temps en temps, surtout quand je vais au travail. Ouais, très bien. Faudra le faire plus souvent maintenant. Oui, non, mais je vous écoute quand même souvent. Quelle voix enthousiaste. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre des gens heureux. Au contraire de On est très Giroud. heureux de vous offrir ce joli cadeau. On vous souhaite un très bon week-end, Nelly. À très bientôt. Bravo, Nelly. Bon week-end. Bisous. Et dans un instant, Philippe. Dans un instant, il va y avoir les incontournables de la gestion de patrimoine, mais ensuite, émission spéciale de Au cœur de la mêlée, puisque les phases finales du top 14 commencent ce week-end et il y a des matchs énormes. Et on a Alexandre Priam qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir les vrais voix, bonsoir à tous. Alors le programme magnifique, les phases finales de top 14 qui commencent. Exactement, ça commence demain sur Sud Radio avec Toulon, La Rochelle et puis dimanche Union Bordeaux-Bègles, le Racing 92, c'est le top départ de ces phases finales après 8 mois de saison régulière. Vous allez vivre ça sur Sud Radio et on va le vivre ensemble dans un instant dans Au cœur de la mêlée avec notre invité Benjamin Boyer, l'ancien joueur international de l'équipe de France. On sera avec nos consultants Philippe Spanghero et Julien Thomas et vous au 0826 300 300. On aura hâte. Merci beaucoup et puis on vous souhaite un très bon week-end avec Philippe David. On se retrouve lundi. Merci Philippe Bilger, merci René Chiche, merci Bernard Cohen-Haddad, merci de votre fidélité à Sud Radio et on se retrouve lundi. Salut.